Un des bons endroits pour observer la migration des oiseaux marins, c'est le Saint-Laurent, le fleuve, l'estuaire, le golfe, tant au printemps qu'à l'automne. Mais c'est quand même pas toujours évident parce que souvent les oiseaux sont loin. Alors le mieux pour progresser dans leur identification, c'est de voir comment font les gens qui ont beaucoup d'expérience. Bienvenue à C'est quoi cet oiseau? Les oiseaux qui utilisent le Saint-Laurent pour leur migration, ce sont des espèces que l'on voit aussi sur la côte est des États-Unis et puis en Europe également pour certaines. Alors, on va y aller avec 4 épisodes. Premier épisode, le plus facile si on veut, on sépare juste les principaux groupes qui utilisent le Saint-Laurent pour migrer, oies-bernages, garrots, eiders, macreuses, les harles, plongeons, goélands, les alcidés, il y a quand même une bonne variété de groupes. Et ce ne sont pas tous des oiseaux marins au sens strict, mais c'est pas grave, on s'intéresse à tout ce que l'on voit communément voler dans le Saint-Laurent. Deuxième vidéo, on va comparer des espèces qui se ressemblent, les différentes macreuses, les principaux plongeons, les espèces de harles, et puis également des paires d'espèces faciles à confondre, comme le garrot eidor et le garrot d'Islande par exemple. Troisième vidéo, on va continuer les comparaisons, mais avec des espèces plus difficiles. Goéland arctique, goéland bourgmestre, des sternes, des labs, quand même pas toujours facile. Et puis quatrième vidéo, pour finir, très intéressante, on va regarder des oiseaux qui sont très loin, qu'on ne peut plus identifier par la couleur. On voit seulement des silhouettes, mais des oiseaux souvent qui volent en groupe. Et on va s'intéresser au comportement des groupes, ce qui devient un critère d'identification en soi. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le sea-watching, ou le sea-watch, ou encore le guet à la mer. C'est moins utilisé, mais c'est peut-être le meilleur terme en français. Donc, il y aura plusieurs épisodes. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez les notifications et vous serez averti dans YouTube dès que je vais mettre un nouvel épisode. Voilà, on y va d'abord avec quelques discussions rapides avec Michael et Jesse qui passent des centaines d'heures à suivre la migration des oiseaux dans le Saint-Laurent. Et puis ensuite, on regarde des oiseaux. Toi, Michael, je pense que tu es un peu un spécialiste dans l'observation de la migration des oiseaux marins. J'ai grandi en Bretagne, donc proche de la mer. Ensuite, là où j'ai vraiment beaucoup observé ce type d'oiseaux-là, c'est quand je suis monté dans le nord de la France pour mon doctorat. Pendant 3 ans, j'étais très proche d'un des sites vraiment très importants pour la migration des oiseaux marins en Europe, qui s'appelle le Cap Griné. Puis j'ai fait des centaines d'heures là-bas, puis c'est vraiment là-bas que j'ai eu la piqûre pour ce groupe d'oiseaux. Et toi aussi, Jesse, tu observes quand même beaucoup la migration des oiseaux marins à plusieurs endroits. Et c'est quoi qui fait que... Enfin, c'est quoi qui distingue l'observation de la migration des oiseaux marins par rapport aux autres groupes d'oiseaux? C'est probablement le type d'observation, disons, où les oiseaux sont les plus loin. Puis je dirais aussi la position des oiseaux, de profil, allant dans une direction. Puis ça fait en sorte que l'observation des oiseaux marins, c'est particulier, ça plaît pas à tout le monde. Puis quand tu dis loin, tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire loin? C'est loin comment? Ça peut être aller jusqu'à 10 km de distance, par exemple. Ouais, ce qui est énorme. C'est vrai qu'on fait pas ça avec d'autres oiseaux. Et Michael, tu disais que tu avais appris à observer en France, en Europe. Puis maintenant, tu observes surtout au Québec. Est-ce que c'est à peu près les mêmes espèces? Est-ce que c'est complètement différent? La grande majorité des espèces que j'ai observées dans le nord de la France, je les ai retrouvées ici. Puis il y a d'autres espèces, forcément, qui sont soit plus rares en Europe que j'ai pu observer ici, soit même qui sont absentes, qu'on retrouve qu'en Amérique du Nord, comme par exemple la macreuse à front blanc. Puis moi, un de mes rêves, c'était de la voir quand je suis arrivé, c'était enfin de la voir, alors que je l'ai espéré dans des groupes de milliers de macreuses noires. Jesse, j'ai l'impression que c'est parfois un sport extrême quand même, l'observation des oiseaux marins. C'est toujours à cause des conditions météorologiques qui sont... le fait aussi qu'on se lève très tôt le matin. On est toujours au vent, au froid, là, surtout quand on commence le 15 mars, alors qu'il y a encore de la glace. Puis aussi, il faut que tu aies une concentration très élevée. Puis que la plupart des gens, ils regardent juste avec un œil dans l'objectif. Donc, ça met vraiment beaucoup de pression sur juste un œil, alors que l'autre œil est au repos. Bon, on commence avec des oiseaux. Alors, on va souvent les voir quand même assez bien dans ce premier épisode. Et comment on commence à partir de ça? Dans quel groupe on peut les mettre et pourquoi? Déjà, on va s'apercevoir d'une première chose, c'est la vitesse des battements d'ailes qui va être plutôt lent. On va voir que les oiseaux sont plutôt gros. En sea-watching, la plupart des oiseaux ont des battements d'ailes vraiment rapides. Donc là, battement lent, on va effectivement ne plus avoir beaucoup de possibilités, hein, ce sont des gros oiseaux. Puis là, on a affaire des bernaches du Canada. Quand ça va être vraiment très loin, des fois, même avec des groupes de cormorans, ça peut être difficile. Mais dans ces conditions-là, on va assez vite à l'identification. Puis on voit aussi ce groupe d'oiseaux-là est très vocal.
par rapport aux autres oiseaux dans le Sea-Watch, ouais, on les entend arriver, puis les oies, les bernaches, c'est toujours des... Fait que bernache, oie, disons, c'est le même groupe des gros oiseaux, un long cou et qui volent souvent en formation. Déjà, ça nous aiguille assez rapidement. Exactement, comme ça qu'on les reconnaît. Là, je poursuis, Jesse, avec une autre photo. C'est encore des oiseaux qui sont ensemble, mais eux, dans quoi on les classerait? On les classerait plutôt dans les canards de surface. Puis les canards de surface qu'on a ici ont souvent en vol ce genre de... Ils appellent ça le miroir. C'est en fait les plumes les secondaires dans les ailes qui forment souvent des couleurs aux deux lignes blanches. Puis le petit bec de canard filtreur, le petit cou, la queue très courte. Des ailes assez longues, hein, par contre. Des ailes assez longues, mais souvent arrondies. Hmm. Ouais, ça nous place vraiment dans les canards de surface. Ouais. Souvent, les canards de surface ont aussi la bedaine un peu moins proéminente. Ils volent moins en formation également. Hein. Mais donc, ça, l'arrière du corps, souvent, est un peu plus visible, un peu plus dodu, on va dire, chez les canards marins, chez les canards plongeurs. La photo qui suit, est-ce que ce sont encore des canards de surface ou on est dans autre chose, Michael? Oui, tout à fait. On est encore sur des canards de surface. On a des oiseaux qui sont plutôt, comme on voit, allongés, plutôt encore relativement effilés, alors on va le dire, par rapport à des canards marins, en l'occurrence, ou des canards plongeurs. On est par contre sur une taille un peu plus grosse que ce qu'on a vu avant avec les sarcelles. On a des oiseaux qui sont globalement tout noirs, avec le dessous des ailes blancs. Et le dessous des ailes blancs, c'est vraiment caractéristique des canards noirs. OK, donc en fait, il y a plein de canards, d'espèces de canards de surface. Hein. C'est ça, tout à fait. Et puis les canards, là, on parlait d'oiseaux marins. Mais c'est vrai que les canards de surface, qui sont souvent associés quand même à l'eau douce, en fait, dans beaucoup de contextes, on va les retrouver en migration le long du fleuve, le long des estuaires et même le long des côtes. À Rimouski, au suivi de migration des oiseaux marins à Pointe-au-Père, en fait, on observe à chaque printemps, je pense, la totalité des espèces de canards de la surface en eau salée. Tu sais. Ouais, ils utilisent l'estuaire comme un couloir de migration, mais sans que ce soit des oiseaux qui vivent vraiment dans l'estuaire. Bon, alors là, on a de nouveau une nouvelle espèce et on a tellement de canards différents là, que c'est dur de les placer dans des groupes de manière très stricte. Là, mais est-ce qu'on peut dire que c'est encore un canard de surface ou pas? Non, ici, on n'a pas affaire à un canard de surface, on a affaire à un garrot, en fait. C'est sa tête brune, les miroirs blancs, puis le petit peu de jaune qu'il y a au bout du bec nous indique ici qu'on a affaire à un garrot à œil d'or. Cette espèce-là, dans le fond, elle a une grosse tête, c'est un oiseau qui est plus robuste que la plupart des canards de surface qu'on peut observer. C'est ça, il y a un gros cou. Les garrots, c'est ça, c'est des canards plongeurs, en fait. J'ai remarqué que souvent, on entend le bruit de leurs ailes s'ils passent pas très loin. Effectivement, chez les garrots, c'est surtout les mâles garrots, en fait, qui leurs ailes vont siffler. Puis il y a même des oreilles assez affinées qui peuvent identifier l'espèce avec le sifflement des ailes. OK, alors les garrots. La prochaine photo maintenant, c'est encore une espèce de canard dodu, puis qu'on connaît bien quand on habite près du fleuve, mais si on est plus loin, c'est pas un oiseau qu'on voit souvent. Alors, Michael, c'est quoi? C'est quand même c'est l'espèce la plus abondante dans notre suivi du quai de Pointe-au-Père. C'est celle qu'on a en plus grand nombre. On a une chance avec cette espèce-là dans beaucoup de périodes, c'est que observer des éders, c'est observer des groupes d'oiseaux avec des foncés et des clairs. De plus près, le mâle ne pose vraiment aucun problème d'identification. Un gros canard, vraiment très gros canard, avec donc très très costaud, très compact. Puis la femelle peut poser un peu plus de problèmes parce que justement sa coloration fait qu'elle pourrait être plus difficile à différencier d'autres espèces, mais une histoire de taille, effectivement, de structure d'oiseau, bien compact, comme on disait. Puis le dessous des ailes qui est plus clair, qui est comme beige, mais pas blanc miroir, pas blanc flash comme le canard noir, par exemple. Éder à duvet, parce que son duvet est très très prisé pour faire des vêtements ou des édredons. Alors, on poursuit avec de nouveau des oiseaux qui ressemblent encore à des canards, Jesse? Oui, on a affaire ici à des oiseaux assez connus ici sur le Saint-Laurent, les macreuses. On a même deux espèces sur l'image. Puis les macreuses, là, vraiment typiquement, c'est l'oiseau noir. Hein, c'est le canard qu'on voit ici qui est noir. C'est aussi un canard plongeur. Les différencier à partir d'une certaine distance, ça peut être
pratiquement impossible, en fait. Ça prend beaucoup, beaucoup d'expérience, puis Ça m'a pris du temps. Je mélangeais toujours les macreuses avec les noms en français, en ouais, anglais, les trois espèces. Au début, elles se ressemblent toutes, surtout les femelles. Puis petit à petit, après, ouais. quand on les connaît mieux, on les distingue plus facilement. Mais déjà, savoir que c'est une macreuse, c'est déjà bien. C'est vraiment typiquement les canards qui sont noirs. Ils sont plus noirs que les canards noirs, en fait. Oui. On poursuit après les macreuses avec euh, un oiseau que je connais, mais disons que je ne trouverais pas ça facile de le dire pourquoi. Michael, peut-être tu vas être plus habile que moi. Ce groupe d'oiseaux-là, c'est vrai qu'il est un peu à part. Ce sont des canards avec des becs pointus. Donc, c'est un groupe de canards qui est donc des piscivores, qui mangent des poissons. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un bec pointu. Et eux, on va les reconnaître vraiment par justement, ils ont une forme très effilée. Pourtant, ce sont des canards. Et puis, quand les mâles sont comme ça en plumage nuptial, ils sont relativement faciles à identifier, hein, typiquement avec la tête verte, le cou blanc, la poitrine rousse. C'est le harlupé. Donc, ensuite, les femelles, c'est plus complexe, on pourra en reparler une autre fois, mais entre le grand harle et le harlupé. Mais sinon, un oiseau effilé, avec de grandes plages blanches dans les ailes, et puis de taille quand même raisonnable. C'est taille d'un gros canard barboteur, hein, c'est à peu près l'équivalent d'un canard colvert. Puis, Toujours du blanc sur les ailes, sur les c'est vrai, secondaires. hein? Tout à Toujours, fait, ouais. toujours. Des très beaux oiseaux, en fait. Et maintenant, Jesse, est-ce qu'on on est encore dans un canard? Là, c'est un oiseau qu'on connaît bien au Canada. Oui, c'est un oiseau qu'on connaît bien puis qu'on observe beaucoup dans les inventaires d'oiseaux marins. Ici, on a affaire à un plongeon huard, hein, autrement connu comme le huard à collier aussi avant. Puis la particularité qu'il y a, c'est sa grosseur, la longueur de ses ailes, puis à quel point ils sont pointus. Il y a une énorme tête avec un très gros cou et aussi derrière des pattes qui dépassent la queue et qui dépassent le corps, puis qui forment un genre d'amas de pattes, de doigts derrière le corps. Puis c'est vraiment particulier du plongeon huard. Mais les noms ne sont pas toujours homogénéisés, hein. Donc là, j'ai mis les deux noms, en fait, le plongeon huard que l'on utilise au Québec, et puis le plongeon imbrun, c'est ça, en Europe? Plongeon un brin en France, effectivement, oui, oui. Alors, après le plongeon huard, on a, Michael, un autre oiseau avec des grosses pattes quand même derrière. Est-ce que c'est un autre Ben oui, plongeon? ça se rapproche un peu des plongeons, c'est pas un plongeon, mais c'est un petit peu un comportement similaire. Ce sont des oiseaux qui plongent aussi, comme les plongeons, qui ont des pattes qui dépassent à l'arrière, effectivement. Et puis même quand on les voit voler, donc ici on a affaire à un grèbe jougri. Et les grèbes, en fait, quand on les voit voler, ils ont toujours le cou et les pattes qui sont en dessous de la base des ailes. C'est comme s'ils étaient un peu la tête tombante, les pattes tombantes, et puis les ailes qui l'aident finalement à tenir en l'air. Donc voilà, on va le identifier comme ça. On voit aussi les petits patchs blancs sur l'aile. Donc ça, c'est typique donc, des grèbes. Quand quand on n'est encore pas très habitué à observer les oiseaux marins, disons sur le fleuve, en fait, on en voit très rarement des grèbes, hein. C'est quand même assez rare. Bah, c'est ça, faut avoir l'œil, faire enfin, passer du temps aussi quand même, hein. Plus on Ouais. passe de temps, plus on augmente de chance, hein, ça c'est sûr. J'essaie là, je suis certain que tu n'auras pas de mal à identifier celui-là, mais moi, quand je vois cet oiseau, c'est vraiment la Gaspésie. Oui, puis les gens s'étonnent à en voir des fois jusqu'à Rimouski. Puis en fait, c'est ça, on en voit des centaines et des centaines à Pointe-au-Père. L'espèce qui ressemble le plus, c'est l'oie des neiges, en fait, qui est aussi blanche avec le bout des ailes noires. Mais voir ces vols de cet oiseau-là, le fou-bassin, c'est des vols avec des planés, puis des grands mouvements. Il est très effilé, il est énorme, en fait. Ce qui est typique aussi des fous, c'est leur plongeon, hein. Ouais. C'est vraiment leur plongeon qui part de très haut puis qui plonge à une vitesse phénoménale, piqué dans l'eau avec les ailes toutes ramassées le long du corps. Ouais, lui, c'est un vrai oiseau marin, là. C'est vraiment un oiseau marin. Oui, en fait, il déteste absolument, il déteste la terre. Là, on a un autre oiseau, Michael, qui est un petit peu en contre-jour, mais qui est sombre de toute façon, assez noir. Mais c'est pas une macreuse. On avait vu que les macreuses, c'est un peu des corneilles, les canards corneilles, là, mais ça, c'est autre chose. Et c'est ça, une macreuse. Alors déjà, une macreuse ne s'observe quasiment jamais dans le sou. Ça paraît bizarre hein, comme ça de dire ça comme critère. C'est pas vraiment un critère, mais des macreuses, c'est toujours au-dessus de l'eau, pas très loin de la surface, ou alors il faut vraiment les voir
loin en mer pour qu'ils prennent un petit peu d'altitude. Mais là, donc, c'est un oiseau déjà avec un cou relativement long et fin, très fin. Voilà, donc là, on est quand même sur un gros oiseau. En le voyant en vrai, on verrait l'abattement des ailes lents, des planets aussi dans son vol, etc. Typiquement, tout noir comme ça, un oiseau de taille moyen grande. Il n'y a pas beaucoup d'autres options que le cormoran. Il y a souvent il y a souvent le cou en S, hein, cette espèce-là. Même en vol, on voit son cou comme un peu un héron, tu sais. Un peu reptilien, là. Assez facile à identifier. Mhm. Ouais. Alors là, on passe, Jesse, c'est une photo avec deux oiseaux. Puis c'est l'oiseau en haut à droite là, que je trouvais intéressant parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. Des oiseaux assez pélagiques, hein, qu'on voit très souvent assez loin au large. C'est les labs. C'est qu'ils ont la particularité de pourchasser d'autres espèces d'oiseaux pour leur voler leur nourriture. C'est un peu des pirates, en fait. Ils vont les pourchasser jusqu'à temps que la mouette, qui est l'oiseau qui est en dessous, ben, ils se disent, ben, si je fais juste vomir ce que j'ai mangé, ben, je vais me débarrasser de lui. Les labs ont la particularité d'avoir souvent comme le corps blanc avec des ailes longues, puis aussi une queue avec souvent les deux plumes du milieu qui sont toujours très pointues, ou plus longues, disons. Ils sont plus longs, c'est ça. Ouais. Puis c'est des oiseaux très très effilés qui ressemblent un peu à des faucons en mer. Exact. Très rapide. Exact. Qui ont un peu ce rôle de prédateur des mers. Bon, maintenant, on a un oiseau qui paraît tout petit, mais Michael, donc comment on classe cet oiseau-là? C'est des oiseaux qui ont un battement d'aile très très rapide. Contrairement à la plupart des cas, quand un oiseau a des battements d'aile rapides, en général, c'est que ce sont des plus petits oiseaux. Ici, c'est pas un oiseau spécialement petit. Par contre, ils sont relativement lourds par rapport à la surface de leurs ailes. Donc, pour compenser, il faut battre plus rapidement des ailes pour pouvoir voler efficacement. Donc, c'est pour ça que dans ce groupe-là, qu'on appelle les groupes des alcidés, les oiseaux ont un vol plus rapide. Alors, globalement, pour tous les alcidés dans cette période en période de reproduction comme ici, les oiseaux ont le dessus du corps noir, la tête noire et le ventre blanc. Donc ici, ce genre de distance, on peut savoir quand même qu'ici, il s'agit d'un guillemot marmette. Donc c'est un bec pointu, plus effilé. Pour un pingouin, on aurait un bec plus large avec un petit trait blanc dessus. Souvent, les gens sont surpris de savoir qu'on observe des pingouins dans l'estuaire du Saint-Laurent. Donc la plupart des petits oiseaux trapus qui ont des ailes qui volent vite, qui sont blancs et noirs, souvent ce sont des alcidés. Pas si petits. Et pas si petits, c'est vrai. Non, c'est ça. Oui, alors on a déjà vu quand même beaucoup de groupes, c'est intéressant. Et là, on tombe, Jesse, dans un groupe que beaucoup de gens trouvent très difficile, même si on se doute ce que c'est. Oui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent un peu, même des ornithologues qui en font depuis 20 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que en fait, c'est un goéland versus une mouette? Parce que les gens appellent beaucoup ça des mouettes, en fait. Au McDo et tout ça, c'est des mouettes, tout ça. En fait, dès qu'on est sur Terre, on observe la plupart du temps des goélands. Si on est en mer, là, il faut se poser plus la question. Ouais. C'est ça, en exactement. fait, les mouettes sont... Intuitivement, même si on ne connaît pas beaucoup les oiseaux, souvent on va dire « Ah, ça c'est une mouette ou un goéland », disons. Ce groupe-là, on arrive assez vite à dire c'est une mouette ou un goéland. Oui. C'est après pour aller plus loin que c'est dur. C'est ça, mais dans le doute, quand on commence ou quand on est moins expérimenté, dans le doute, quand vous êtes, comme disait Jesse, en milieu terrestre ou sur le littoral, dites goéland. Vous êtes quasiment sûr de ne pas vous tromper. Ouais. C'est ça. Exactement. Il y a vraiment très, très, très peu de risque de dire une bêtise en disant goéland quand on est sur la terre ferme. Là. Il y a quasiment aucun autre choix. Pour le Québec, je parle pour le Québec. Oui, pour le Québec, parce que tu t'en vas en Saskatchewan, puis il y a des centaines de mouettes de Franklin. Tu vas en Europe, puis c'est la mouette rieuse dans les champs. C'est notre dernière photo. Là, on n'a pas un goéland, c'est beaucoup trop effilé, mais qu'est-ce qu'on a? Mais dans les oiseaux blancs effilés qu'on a ici au Québec, c'est les sternes. Hein. Puis ici, on a des ailes très, 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 très pointues. Puis les sternes aussi, ils ont comme caractéristique d'avoir la plupart du temps un petit capuchon noir, comme une petite casquette. Les sternes, parfois dans le langage commun, on les appelle les hirondelles de mer. Je ne sais pas si c'est très utilisé, mais c'est parce qu'elles sont très effilées, puis un petit vol. On voit que c'est très effilé, les ailes pointues, très fines. Puis en plumage de printemps, plumage nuptial, en fait, elles ont les filets à l'arrière, donc les longues plumes sur les côtés de la queue, qui sont vraiment comme les hirondelles rustiques, par exemple. Donc, il y a que fourchu, c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, ça explique en partie pourquoi on les appelle comme ça. Et puis même leur vol, vraiment très acrobatique, très déstructuré. Ça part d'une direction à l'autre très facilement. C'est vraiment
des oiseaux qui font très vite, qui s'adaptent très, très facilement aux différentes conditions de mer. Ce sont des oiseaux typiquement marins pélagiques, surtout en hiver. On arrête là pour aujourd'hui. Dans les 2 prochaines vidéos sur les oiseaux marins, on va comparer des espèces qui se ressemblent. Et dans la 4e, la dernière, on va parler des techniques pour identifier les oiseaux qui sont loin, mais qui sont en groupe. Vous pouvez aussi voir certains épisodes de la chaîne C'est quoi cet oiseau qui s'affichent si vous voulez découvrir autre chose qui vous intéresse ou juste réviser des épisodes que vous avez déjà vus. En attendant, bonnes observations.